Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, on va commencer avec la mytho de la semaine. Elle était dans l'avion avec Rima Hassan et CNews l'a invitée sur le plateau de Jean-Marc Morandini pour qu'elle vienne nous raconter son histoire. Ah bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Les producteurs ont dû se dire que pour accueillir une mytho, il y avait rien de mieux qu'un gars qui a été condamné à 2 ans de sursis pour corruption de mineurs. Ouais, je vais jamais lâcher Morandini avec cette histoire. Mais en même temps, il est tous les jours à la télé, ça m'énerve. Bref, en tout cas, on n'est pas là pour lui, on est là pour elle. Mère Castor, messieurs, dames. Allez, vas-y, raconte-nous ton histoire. En détail ce qui s'est passé dans l'avion? Oui, tout à fait. Elle était tout au fond, Rima Hassan, elle était tout au fond avec ce fameux médecin humanitaire. Au début, ils avaient mis un tout petit rideau, donc j'ai réussi à aller quand même la filmer, prétextant une cystite, en me disant que toutes les toilettes étaient fermées. Pendant le vol, il y a 4 individus qui ont été extrêmement violents et qui buvaient beaucoup, à tel point que le commandant de bord est allé les voir et leur a dit qu'ils seraient accueillis par les forces de l'ordre à l'arrivée du vol. Et comme j'avais le drapeau israélien, ces personnes n'ont cessé de me défier pendant tout le vol. Ouais, qu'est-ce que t'as? Ouais, voilà. Donc, si vous voulez, cette agression, cette violence, il faut savoir que elle est du côté LFI et de tous leurs acolytes. Nous ne sommes pas dans la violence. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je suis sortie avec mon drapeau israélien. J'ai juste dit « Am Israël Rai ». J'ai pas fait de doigt d'honneur. J'ai insulté personne. J'ai menacé personne. La différence, elle est là. On est dans l'amour. On est... dans le vrai, je ne peux pas vous dire autre chose forcément, mais nous sommes dans l'amour, ils sont dans la haine. Ça n'est que de la haine. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de merde en fait là? J'ai pas compris. Et pourquoi elle passe à la télé elle? Il y a des gars qui lui ont mal parlé alors qu'ils sont dans le même avion que Rima Hassan, donc c'est la faute de Rima Hassan. Mais déjà on ne voit même pas l'agression dans ton histoire, mais surtout la question qu'on est en train de tous se poser c'est pourquoi? Quel rapport avec Rima? Sinon j'avoue qu'à la fin, le petit couplet sur l'amour, il est plutôt sympathique hein. Mais nous sommes dans l'amour, ils sont dans la haine. Nous sommes dans l'amour, ils sont dans la haine. Bon, pour bien comprendre ce qu'elle veut dire par là, il faut déjà comprendre ce qu'est pour elle la définition de l'amour. Mais vous savez quoi? On a de la chance, les copains. Elle nous l'a donné dans une autre vidéo. Oh là là, on est vraiment vénard. Mais c'est pas grave, je continue. Je n'ai zéro compassion pour les Palestiniens, que ce soit les hommes, les femmes ou les enfants. Pourquoi? Vous armez vos enfants à 3, 4, 5 ans et les lobotomisez pour que ce soit les futurs terroristes de demain. Nous protégeons nos enfants et nous éduquons nos enfants dans l'amour. Nous n'armons pas nos enfants. Donc vos enfants sont un danger pour nos enfants et nos petits-enfants. Ça, c'est pour les Palestiniens ou les pro-palestos. Ah, de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Trop d'amour même. Trop. Non, là c'est trop, c'est trop. Faut se calmer sur l'amour. Comme disait l'autre, lève le pied, on en a suffisamment, je crois. Bon, et pour revenir sur son histoire, ce qui est bien, ce qui est magnifique, c'est qu'avant de venir nous sortir sa version de l'histoire où elle a 2 doigts de chialer sur CNews, ce génie international, le génie originel, celui de la lampe, messieurs, dames. Vous savez ce qu'elle a fait? Eh ben, elle s'est filmée elle-même dans l'avion en train de raconter ce qui s'est vraiment passé, enfin à peu près, et tout ça dans le sourire et la bonne humeur. Hello les amis, eh bien oui, je suis bien sur le vol Tel Aviv-Paris en compagnie de Rima. Bah ouais, sinon c'est pas drôle, ça tombe sur moi. Bon, alors, je vous la fais courte, l'avion est très gros, il y a beaucoup de place, il y a beaucoup de passagers à bord. Elle est jetée comme une crevarde, vous savez, avec le pied blondinet qui ressemble à un caniche là, au dernier rang de l'avion. Maintenant, je crois qu'on va se marrer à l'atterrissage parce que on a quatre petits merdeux d'arabes qui foutent la révolution depuis le début dans l'avion
et le commandant de bord est d'ailleurs intervenu et d'après ce que j'ai compris, ce sont les forces de l'ordre qui vont les accueillir à l'arrivée. Ils sont juste à ma gauche et ils n'aiment pas du tout mon outfit. Je comprends pas pourquoi. Ah, c'est pas la même personne, ce n'est pas la même personne. Et encore, je vous parle même pas du moment où elle est sortie de l'avion quand elle est arrivée à Paris. Non, non, bah non. Elle n'est pas du tout dans la provocation, non. Ôtez-vous ça de la tête. Elle fait simplement sa vie, les gens l'interpellent, elle ne comprend pas pourquoi. Non mais franchement. Et en plus, on n'a toujours pas vu son agression. Non mais moi je dis ça, je dis rien. Mais j'ai cherché et j'ai pas trouvé de traces d'agression. Donc la vérité c'est qu'elle a provoqué tout le monde. Personne ne lui a rien fait et elle est venue pleurer sur CNews. C'est dingue ou pas? Bon, et maintenant on va passer à un autre sujet. Vous savez tous qu'en ce moment c'est en train de partir en vrille entre Israël et l'Iran. Ah bah tout le monde parle de ça, je vais en parler aussi, je vais pas me gêner les copains. Bon alors déjà, pour commencer, on a notre président Emmanuel Macron qui a annoncé comme ça tout seul, dans son coin, que la France participerait à la défense d'Israël. Alors même que on n'a pas à se mêler de conflits qu'ils provoquent eux-mêmes. Écoutez-moi ça, notre président dans toute sa splendeur. Un paillasson. Le soutien, celui que nous avons toujours apporté, mais j'ai toujours été clair, ça n'est pas un soutien inconditionnel et sans limite. Et j'ai d'ailleurs été clair lorsqu'il s'est agi de lutter contre le terrorisme du Hamas, que nous avons condamné avec force le 7 octobre dernier. Nous avons soutenu toutes les opérations ciblées d'Israël, sa volonté de très clairement se protéger du terrorisme, mais en aucun cas nous n'avons soutenu les opérations qui mettaient en danger la vie des civils. Et c'est pourquoi nous avons appelé dès la fin octobre 2023 à un cessez-le-feu sur le territoire. Pour ce qui est de l'Iran, nous soutenons la sécurité d'Israël. Et donc si Israël devait être attaqué dans le cadre d'une représaille par l'Iran, la France, compte tenu de ses emprises, et si elle était en situation de le faire, participerait aux opérations de protection et de défense d'Israël. Et j'ai marqué notre disponibilité en ce sens. A l'inverse, je n'envisage aucunement de participer à quelque opération offensive que ce soit. Ça n'est pas notre rôle et ça n'est pas le chemin que nous choisissons, je l'ai déjà dit. Nous sommes pour un chemin diplomatique sur la question du nucléaire et du balistique iranien. Non mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Il nous prend pour des brebis. À quel moment défendre quelqu'un pendant que lui attaque, c'est pas exactement pareil que l'aider à attaquer? Mais il va pas faire ça en fait. Nous on a une constitution, on a des droits, tu vas faire voter l'Assemblée, tu as pété un plomb. Faut qu'on revienne à la raison là, il ne va pas nous mêler à toutes les guerres celui-là aussi. D'ailleurs sur ce sujet, on a Éric Danone, ancien ambassadeur de France en Israël, qui réagit aux annonces de Macron et qui est choqué. Il soulève des faits très intéressants. Vous avez implicitement un changement de la doctrine française dans le communiqué du président aujourd'hui. Alors il faudra qu'il le confirme parce que je suis pas sûr que ça a été voulu. Que dit le communiqué? Israël a le droit de se défendre et etc. etc. C'est très intéressant. Israël n'a pas été attaqué. Et donc, vous voyez que, alors même que le général de Gaulle en 67 fixe la doctrine française en disant le premier qui attaque, je ne peux pas le soutenir. Donc Israël attaque et le général dit je soutiens pas Israël. Là, il se passe quelque chose d'intéressant. Israël attaque en premier et le président de la République dit Israël a le droit de se défendre. Non mais là, ce n'est plus le droit de se défendre. C'est le droit légitime et assumé de se foutre de nos gueules. Ah, je ne vois pas d'autre explication à ce problème. Ils les attaquent et ensuite ils nous disent on a le droit de se défendre. Attendez, mais les Iraniens sont 9 fois plus que vous. Eux, ils n'ont pas le droit de se défendre? Non, ils n'ont pas le droit de se défendre. En tout cas, notre président Emmanuel Macron n'a pas soulevé cette éventualité. Et du coup, on se retrouve avec quoi? Eh ben, une riposte, messieurs, dames. Bah oui, l'Iran a répondu. Non mais ça étonne qui? Qui est-ce que ça étonne ici? Bah, disons que nous, on est un petit peu habitués au tir de Gaza, et sachant que ça venait d'Iran, on sait que ça va être plus impressionnant. Et moi, ce soir, j'ai un peu pris le risque, c'est pas bien, mais je voulais voir que c'était un tir d'Iran.
Et c'est très, très impressionnant parce que moi, ça nous arrive de la mer, en fait. Ça m'est arrivé face à moi. Et en fait, on a l'impression qu'on voit une grosse voiture avec des feux énormes rouges. Et ça, c'est la première fois en 21 ans que je vois des tirs pareils. Ça fait un bruit de détonation, c'est horrible à entendre. D'abord, on a déjà la sirène qui nous a prévenu, une sirène de téléphone. Vous savez que chez nous, c'est très particulier. On a quand même une sonnerie de téléphone que tout le monde reçoit. C'est assez strident, c'est un peu stressant. On sait qu'on va rentrer, qu'on rentre en alerte rouge, on va dire ça comme ça. C'est national. Et après, on est averti qu'on va recevoir donc cette première barre de tir d'Iran. Déjà du stress. Mais ce que j'ai vu ce soir, je l'avais jamais vécu. Non seulement c'est très impressionnant par la grosseur du tir, ça tire groupé, ça tire très haut et ça fait énormément de bruit. En plus, on a une coupure de courant qui a suivi, qui a été pas très longue et on se retrouve dans le noir. Donc tout ça, on a beau nous l'annoncer, à le vivre, c'est plus la même chose. C'est une période de stress. Et là, on sait qu'on va avoir certainement la troisième barre de tir. On l'attend, on sait que ça va arriver. C'est difficile, c'est différent de ce qu'on vit de Gaza, complètement. Gaza, ça fait 21 ans qu'on tire de Gaza. Là, ce soir, l'Iran, ça prend une autre proportion. Ce que vous nous dites, Sylvie, c'est que vous êtes habituée à des frappes, mais que ce que vous avez vécu ce soir sort complètement de l'ordinaire et vous êtes prête à ce que ça se répète parce que l'opération israélienne va se poursuivre et probablement la riposte iranienne aussi. Parce que on était prévu. Les menaces de l'Iran, ça fait 21 ans que je suis là. Les menaces de l'Iran, on les a depuis longtemps. Mais hier soir, quand on a entendu M. Trump qui fermait ses ambassades, qui prévenait ses ressortissants, j'ai dit, là, on n'est plus sur de la menace. Donc, il va se passer quelque chose. Et effectivement, nous, depuis 3 heures du matin, cette nuit, donc la nuit d'avant, on va dire, on ne dort pas. C'est très difficile. Donc, les premiers tirs, nous, on a attaqué très fortement. On attaque un pays qui fait 90 millions d'habitants. Ici, on est à peine 10 millions. On est grand comme le département 77. Il faut que tout le monde comprenne. On est un tout petit pays. On a été attaqué un géant. Mais ce géant est très, très puissamment armé. Mais je ne m'étais pas rendu compte à ce que c'est comme genre de missile. Non mais c'est un truc de fou. Même eux avouent que c'est eux qui sont allés les attaquer. Non mais depuis quand tu frappes un loup et tu t'étonnes de voir ses crocs? C'est ça que j'arrive pas à comprendre moi dans cette histoire. Il y a une pilule qu'on essaye de me faire passer mais c'est trop gros, ça ne passe pas. Bon et maintenant pour terminer et pour redescendre un peu, on va changer de sujet. On va revenir sur un sujet un peu plus national. Alors, on a Louis Boyard qui nous explique le catastrophique bilan de la réforme des retraites. À la fameuse réforme, une honte jusqu'au bout. Madame la ministre, je veux vous dire bravo. Parce que la réforme des retraites passée par 49.3, qui fait augmenter le chômage des jeunes, c'est le truc le plus macroniste que j'ai entendu de la semaine. Fallait vous voir faire la fête. Ouais, moins 0,4 points sur le chômage des seniors. Ah là, c'était la fête. Alors par contre, il y a un truc que vous dites pas. C'est que le chômage des jeunes, lui, il est en augmentation. Il est à plus de 19%. En gros, par 49.3, vous avez fait travailler papy et mamie, et à la place, vous avez les petits-enfants qui sont là, comme ça, à attendre au chômage, alors qu'ils aimeraient se lancer dans la vie. Vous prétendez Mozart de la finance, mais en réalité, vous êtes plus proche de l'autotune, parce que vos chiffres sur le chômage des jeunes, ils sont même pas vraiment sincères. On va regarder les détails. On est à plus de 19% de chômage des jeunes. On va voir un peu les emplois que vous créez. 900 000 emplois dans l'apprentissage. 700 000 emplois d'auto-entrepreneurs. Vous pouvez m'expliquer, Madame la Ministre, quand vous êtes jeune, comment est-ce que vous trouvez un logement? Comment est-ce que vous vivez seul avec l'inflation, alors que vous avez un salaire qui est moins que le SMIC? Comment est-ce que les jeunes, ils peuvent devenir autonomes avec les contrats spécifiquement pour les jeunes que vous avez créés pour les mettre spécifiquement dans une situation de précarité? Et alors là, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, bah oui, mais attendez, c'est la dette. Il faut pas laisser une dette aux générations futures. Écoutez, le meilleur moyen de trouver des cotisations, c'est encore de créer du travail. Et les dizaines de milliards de cadeaux que vous avez fait aux ultra-riches n'ont pas permis de créer du travail, encore moins du travail qui permette aux jeunes d'être en indépendance. Parce que si jamais vous voulez penser à la dette à laquelle pensent les jeunes, c'est la dette écologique, les amis. Et si jamais il y a besoin d'investissements publics pour faire les 300 000 agriculteurs dont on a besoin, pour faire l'industrie verte dont on a besoin, et bah croyez-moi, les jeunes, ils sont prêts à lutter contre cette dette. Bah oui, c'est bon, on va dire les termes. On s'en bat les steaks de la dette économique. Répétez après moi, vous allez voir, ça fait du bien. On s'en bat les steaks de la dette économique. S'il faut, on la paye pas, qu'est-ce qu'il y a? Non mais je suis très sérieux là, qui va faire quoi? Attendez, mais qu'est-ce que vous croyez? Nous on n'est pas la Grèce les amis. Nous, on est les Français. Pour venir nous coucher, va falloir se lever de bon matin. Par contre, la dette écologique,
il a raison, c'est pas la même question. Là, y a pas d'échelonnage du paiement. Là, y a pas de tu veux pas payer, tu ne payes pas. Tout le monde va payer. Et la dette économique, je le redis, mais je m'en fous d'une force. Oh là là, mais oh là là. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.